Propagation. Le podcast qui décode la guerre informationnelle. Make the center of our data harvesting and our data deployment be the institutions that make our lives better, not profit. Bonjour à toutes et à tous, je suis Guillaume Ledy et je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une nouvelle année de décodage de la guerre informationnelle sous toutes ses formes. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et non contents de nous faire très plaisir, ça nous pousse à poursuivre et à vous concocter pas mal de nouveautés pour l'année qui vient, mais ça, je vous en reparlerai. Un épisode un peu spécial aujourd'hui, comme disent les youtubeurs, puisque j'ai eu le plaisir d'interviewer il y a quelques semaines le grand Fred Turner, historien de son état qui était de passage à Paris. J'assure moi-même le doublage, puisque Fred Turner est américain, donc j'espère que vous n'allez pas vous lasser de ma voix. Et je tiens avant de commencer à remercier Roman Munier pour son remarquable travail de montage sur cet épisode, et Olivier Tesquet, grâce auquel j'ai pu obtenir plus de matière audio. Merci à vous deux. Voilà pour les politesses essentielles, place à l'épisode. Bonne écoute. Vous entendez ce son ? C'est le son d'une utopie disparue. On nous avait promis un Internet qui allait libérer l'information, émanciper les citoyens, sauver la démocratie, ou à tout le moins, la revivifier. Vous vous souvenez, c'était les années 90, l'euphorie numérique, la Californie qui vend au monde entier l'idée que les réseaux allaient nous rendre plus intelligents, plus libres, plus humains en somme. 30 ans plus tard, il faut bien se rendre à l'évidence et parler avec le chercheur Félix Tréguer d'une utopie déchue. Cette déchéance, elle prend plusieurs visages, notamment ceux des milliardaires de la tech qui font construire des data centers et des bunkers pendant que leurs plateformes participent à la surveillance généralisée et au chaos informationnel permanent. Alors, comment est-on passé des hippies connectés aux oligarques barricadés ? Comment la promesse d'émancipation s'est-elle transformée en machine d'extraction et de contrôle autoritaire ? Pour répondre à ces questions qui, à titre personnel, nous passionnent dans l'équipe de propagation, nous avons eu l'honneur d'interviewer il y a quelques semaines Fred Turner. Alors Fred Turner est professeur d'histoire de la communication à l'université de Stanford. Turner est sans doute l'un des intellectuels essentiels pour comprendre l'histoire encore en train de se faire d'Internet et de la Silicon Valley. En tout cas, il m'avait à l'époque bien aidé à appréhender tout ça avec son « Aux sources de l'utopie numérique », de la contre-culture à la cyberculture, un ouvrage dans lequel il racontait comment les hippies des années 60 ont accouché des libertariens de la tech. Un autre de ses ouvrages moins connus, The Democratic Surround, traduit en français sous le nom Design d'une démocratie, se penche sur la façon dont les États-Unis d'après-guerre ont tenté de fabriquer des citoyens démocratiques à l'aide notamment de la technologie. Et dans un récent article consacré à l'idéologie texane, Fred Turner documente un changement de paradigme en cours chez les barons de la tech américaine. Mais si vous voulez savoir de quoi il retourne, va falloir rester jusqu'au bout de l'épisode. Turner est donc un historien américain, un de ceux qui n'hésitent pas à analyser l'histoire en train de se faire. Et vous l'entendrez, il n'hésite pas non plus à prendre position. Osons une petite prédiction avant de plonger avec lui dans cette histoire d'Internet et des réseaux. Si Marshall McLuhan a été le penseur essentiel des médias de masse au XXe siècle, Fred Turner pourrait bien être celui des réseaux numériques pour le XXIe. Et le moins que l'on puisse dire pour commencer, c'est que les leaders contemporains de la Silicon Valley, il ne les porte pas dans son cœur. On fout la planète en l'air, on trace. C'est l'idéologie des leaders de la tech aujourd'hui. Si vous les interrogez, ils vous diront « on fait ce qu'on fait pour le bien commun » et nous l'incarnons toujours, en nous-mêmes, à travers nos corps. Et ça signifie peut-être que nous devons vous laisser tous derrière nous. Nous devrons peut-être devenir des seasteaders, créer des cités flottantes hors des eaux territoriales, bâtir des États réseaux. Nous devrons peut-être vivre en autarcie parce que vous, les gens, vous êtes trop impurs, trop bordéliques, trop noirs, trop métissés, trop bizarres pour nous. Nous avons juste besoin d'être entre nous parce que nous sommes une élite. Je pense que cette attitude est l'attitude dominante chez les dirigeants de la Silicon Valley aujourd'hui. C'est horrible. C'est une vision radicalement antisociale. On fout la planète en l'air, on se barre et tant pis pour vous. Voilà donc l'idéologie dominante, selon Turner, du côté des dirigeants de la tech américains. Une vision radicalement antisociale, comme le dit encore une fois l'historien. Mais pour comprendre ce cynisme, pour saisir comment on en est arrivé là, il faut remonter un peu loin. Pas à la naissance du web du côté du CERN en 1989, mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, les États-Unis sortent de la guerre contre le fascisme.
Certains intellectuels américains, des artistes, des scientifiques se posent alors une question assez obsédante et qui résonne un petit peu aujourd'hui. Comment le peuple allemand a-t-il pu basculer ainsi dans presque toutes ses composantes dans l'horreur nazie ? La réponse qu'ils trouvent, c'est les médias de masse. La radio, le cinéma, la propagande. Ils voyaient dans la communication unidirectionnelle, un seul leader parlant à une foule passive, le moteur du fascisme. Alors, il développe un contre-projet, le Democratic Surround. L'idée est difficilement traduisible, mais elle s'incarnait dans des environnements médiatiques immersifs, des expositions, des installations sonores, qui, au contraire de la propagande fasciste, contribuent à former, selon ses concepteurs, des citoyens libres, capables de jugement autonome. Et pour Fred Turner, ce Democratic Surround, c'est l'ancêtre de notre monde numérique actuel. Les idéaux de la contre-culture des années 60, puis ceux de la Silicon Valley, tirent leurs racines de cette volonté de remplacer la hiérarchie centralisée par des environnements interactifs et distribués pour justement éviter que le fascisme ne rejaillisse. On allait donc reprogrammer la démocratie grâce à la technologie et notamment aux avancées de la cybernétique, cette science qui étudie les mécanismes d'information des systèmes complexes. Le péché originel de la cybernétique, c'est de croire que grâce à la technologie, nous pourrions laisser la politique derrière nous. À la fin des années 40, la grande peur, c'était le fascisme. Et l'on pensait que c'était les médias de masse qui nous l'avaient apporté. Puis au moment de la guerre du Vietnam, l'idée était que la bureaucratie elle-même tendait systématiquement à générer de la violence. D'abord avec la Seconde Guerre mondiale, puis avec le Vietnam. Pour les gens des années 60 qui nous ont apporté les ordinateurs d'aujourd'hui, la politique elle-même était devenue une voie sans issue. Elle était en faillite. Leur mission était de construire des systèmes numériques capables de remplacer la politique. Et c'est précisément là qu'un glissement s'opère. On passe de « utilisons la technologie pour servir la démocratie » à « la technologie pourrait bien remplacer la démocratie ». Parce que la politique, c'est sale, c'est conflictuel, c'est imparfait. Autant, dès lors, la contourner. Mais voilà, quand on remplace la politique, c'est-à-dire le débat, la délibération, le conflit même par de l'ingénierie, on donne une place démesurée à certains acteurs, des ingénieurs, des codeurs, des gens qui pensent que pour diriger un pays, il faut savoir structurer un code, un logiciel. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un ? Elon Musk is part of a generation Elon of Musk fait partie d'une génération de jeunes gens élevés dans le sillage de l'informatique grand public qui espèrent que la manière dont ils contrôlent leurs ordinateurs depuis leur cave pourra devenir la manière dont nous gouvernons le monde et que les ingénieurs deviendront ceux qui dirigent. C'est un vieux fantasme technocratique, abattre l'État démocratique pour le remplacer par un État technocratique. Le projet que Fred Turner semble ne pas vraiment approuver est limpide. Et il n'est pas nouveau. C'est un vieux rêve technophile. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est qu'il devient acceptable de le dire ouvertement, de revendiquer le remplacement de l'État démocratique, tel qu'il est, imparfait, hautement améliorable, par un État justement amélioré, mais géré par des ingénieurs. Et ça, donc vous l'avez entendu, ça ne plaît pas beaucoup à Fred Turner, parce que le cauchemar, c'est pas juste que des ingénieurs remplacent les politiques. D'ailleurs, on n'a pas grand-chose contre les ingénieurs chez Propagation. C'est que le système informationnel qu'ils ont bâti à leurs mains, qu'ils ont construit, favorise activement les régimes autoritaires, ennemis de la démocratie libérale. En lieu et place du Democratic Surround des années 40, vous vous souvenez, on fait toutes et tous face, dans nos pratiques quotidiennes, aujourd'hui, à un surrounding autoritaire, un environnement, un enveloppement autoritaire. Et cet environnement autoritaire, Fred Turner le décrit très bien. When we think about personalized algorithmic feeds, you might think that that's a kind of authoritarian surround. Quand on pense aux flux algorithmiques personnalisés, on pourrait y voir une sorte d'environnement autoritaire. Mais c'est qu'une pièce du puzzle. Mes collègues de Stanford ont très bien montré que nous n'utilisons pas tous les médias numériques de la même façon. Nous n'avons pas tendance à rester coincés sur un seul site. Ce n'est pas de la télévision sous stéroïdes. Au contraire, nous surfons de site en site, nous naviguons de manière fluide, liquide. Dans ce contexte, nous ne sommes pas prisonniers d'un site unique, malgré tous les efforts pour nous piéger. Facebook adorerait me garder chez eux toute la nuit, mais ils échouent. Ce dans quoi nous sommes piégés, c'est dans une sorte d'océan d'images, de sons, de stimulation à travers lequel nous essayons de nager, mais nous finissons souvent par nous noyer. Et quand nous prenons la parole, nous avons tendance à nous présenter comme des individus.
Je ne suis pas dans un espace public, je suis Fred Turner, je suis une personne. Mes opinions n'engagent que moi. Mais voilà, à partir du moment où je fais de la microdiffusion en mon nom propre, je parle à d'autres gens qui font la même chose. Et là, on ne débat plus seulement d'idées, on débat de ce que nous sommes, de notre identité. Et une fois que l'on commence à faire ça, alors là, on ouvre la porte à des conversations vraiment compliquées. Questions et conversations vraiment compliquées, en effet, qui m'ont replongé à titre personnel dans mes nébuleux souvenirs des bancs de Sciences Po Strasbourg. On nous y enseignait notamment les théories du sociologue allemand Jürgen Habermas, notamment autour du concept d'espace public. L'idée, c'était qu'une démocratie saine repose sur un espace où les citoyens peuvent débattre rationnellement, s'appuyer sur des faits partagés, construire un monde commun par la délibération. Turner dit et écrit que l'espace médiatique s'éloigne chaque jour un peu plus de la qualité des débats pour devenir un empilement d'opinions. Et cette métaphore, elle me paraît assez juste pour illustrer 2-3 choses. Pensez notamment à la qualité des interactions et des échanges sur une plateforme comme X, au hasard. La question est donc de savoir comment cette individualisation des médias et de la prise de parole publique, qu'il décrit si bien, constitue le terreau idéal pour les opérations de propagande et d'influence qu'on documente à chaque épisode ou presque de propagation. Eh bien, on lui a posé la question. Alors, il y a 2 réponses à cette question. Une réponse est structurelle et une est émotionnelle. La réponse structurelle, c'est que si vous isolez votre public dans une multitude de petits silos, d'accord, si vous fabriquez une ruche et que vous mettez chaque petite abeille dans son propre casier, vous pouvez donner à chacune quelque chose de différent. Et quand vous faites ça, voilà, vous pouvez les plonger dans une confusion terrible, absolument terrible. Vous donnez à chacun exactement ce qu'il veut. La deuxième réponse est émotionnelle. Si le débat public ne consiste plus en une exploration raisonnée des enjeux communs, mais devient un concurrent de hurlements, une performance, un espace de débat personnalisé, alors il devient très facile pour des acteurs extérieurs de s'y infiltrer et d'appuyer sur les leviers émotionnels. Ils peuvent parler comme ils étaient des citoyens ordinaires, provoquer, rendre le débat personnel. Et en faisant cela, vous dégradez la qualité du débat. Et vous ouvrez la porte à quelqu'un comme Donald Trump qui dit « Ouais, d'accord, c'est le chaos, mais moi, je peux le maîtriser. » Et les gens qui sont piégés dans ce chaos se disent « Ah, quelqu'un est là pour maîtriser tout ça, le chef, le Führer. » Et nous y voilà. Et nous y voilà, donc, dans ce chaos qui sert les régimes autoritaires et pas seulement celui qui, selon Turner, est en train de se mettre en place aux États-Unis. Je pense que la Chine maîtrise déjà tout cela. Par chance, j'ai au sein de mon département à l'université une chercheuse, Jennifer Pan, qui étudie la propagande chinoise. C'est la meilleure au monde. Elle a montré que l'État chinois fait 2 choses. Et il les fait simultanément. Un peu comme Hitler le faisait, mais évidemment d'une manière légèrement différente. D'abord, ils inondent l'espace public d'informations pro-État et pro-parti. Ils inondent la zone, comme disait Steve Bannon. Et ils le font en partie en payant des gens. Ils ont ce qu'on appelle l'armée des 50 centimes, où ils payent des citoyens de toutes petites sommes pour dire du bien du gouvernement. Mais ils laissent aussi les gens dire des choses négatives. Ils n'essaient pas d'interrompre ça. Ce qu'ils font, en revanche, c'est de la surveillance, pour s'assurer que si les gens commencent à se rassembler ou à s'organiser, ils puissent les en empêcher. C'est donc cette combinaison qui est intéressante, inonder la zone et surveiller ses ennemis. Et c'est exactement ce que nous voyons la droite utiliser aujourd'hui aux États-Unis. On inonde la zone en permanence, c'est le vieux mode de propagande, on change la réalité à force de saturation. Vous n'entendrez pas d'autres réalités simplement parce que celle-ci est omniprésente. Et si vous en entendez d'autres, elles ne sembleront être qu'une voix de plus perdue dans le vent. Ça n'aura pas d'importance. Et puis, parallèlement, vous serez surveillé pour que, si vous commencez réellement à agir, on puisse vous tomber dessus. Je pense que c'est le modèle américain actuel. Et c'est le modèle chinois depuis un bon moment, déjà. Cette bascule d'un modèle américain fondé par des scientifiques et des hippies parfois utopistes à un régime proto-fasciste a pris des dizaines d'années, mais semble s'accélérer ces derniers temps, sous l'effet notamment d'un changement géographique. De la côte ouest des États-Unis, de la Silicon Valley, ceux qui font la tech américaine bougent vers un État où Dieu et le pétrole règnent en maître. J'ai nommé le Texas. Donc en 2021, Elon Musk annonce qu'il déménage le siège de Tesla d'Alameda en Californie vers Austin au Texas. Oracle va suivre et puis Palantir. Ce n'est pas une simple question d'optimisation fiscale, même si le Texas dispose d'une fiscalité avantageuse. C'est un bouleversement géographique qui traduit et qui s'accompagne d'un bouleversement idéologique. Parce que le Texas, évidemment, ce n'est pas la Californie. La Californie des années 90-2000, c'était le mythe de l'immatériel, le cloud, les bits, la dématérialisation.
L'information veut être libre, disait Stewart Brand, qui a été particulièrement étudié comme figure, incarnation de ces premiers moments de l'idéologie d'Internet par Fred Turner. Au Texas, on parle de barils à produire, on parle de terres à exploiter, on parle de mégawatts à fournir, on parle d'énormes serveurs à construire, des data centers qui chauffent et qui consomment de l'énergie et de l'eau. L'IA et la crypto ne sont pas des industries de réseau, comme l'était Internet dans les années 90, ce sont des industries d'extraction. Et pour extraire, il faut des ressources physiques. Et ça, le Texas en a. Et puis surtout, le Texas a quelque chose que la Californie a perdu, justement une culture de l'extraction assumée. C'est ce sur quoi insiste Fred Turner dans son article sur l'idéologie texane. Donc je trouve intéressant que les industries numériques, dans leur ensemble, soient en train de passer du statut d'industrie de réseau, comme dans les années 90, à celui d'industrie d'extraction aujourd'hui. L'IA, les crypto-monnaies, ça, c'est des industries d'extraction. Et l'extraction dans deux sens du terme. Le premier sens est social. L'IA parasite l'activité sociale. Elle en extrait la substance et la transforme en valeur. La crypto fait un peu la même chose. L'autre forme d'extraction, c'est l'extraction naturelle. Ils puisent dans le monde naturel. Ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin d'eau, ils ont d'immenses fermes de serveurs. Et pour faire tourner tout ça, ils ont besoin de terre et d'un environnement dérégulé. Et le Texas offre les deux. Donc, si vous quittez la Californie pour le Texas, vous avez une raison commerciale. Mais c'est plus profond que ça. Les raisons business et commerciales sont enchevêtrées avec des changements culturels. La Silicon Valley, la Californie, possède une sorte d'utopisme séculier. Vous savez, on va au festival Burning Man, on parle des bouddhistes californiens. Ce n'est pas le cas du Texas. Le Texas a une longue tradition d'extraction et une longue tradition de christianisme conservateur, en particulier baptiste. Donc l'extraction a deux volets historiques. Le premier type d'extraction vraiment important, ce sont les champs de coton. Au XVIIIe et XIXe siècle, quand le Texas faisait encore partie du Mexique, les fermiers texans ont été autorisés à s'installer et à emmener des esclaves. Et en emmenant des esclaves, ils extrayaient à la fois le coton de la terre et le travail de ces esclaves. Un peu plus tard, au XXe siècle, on a le forage pétrolier. Et les hommes qui forent le pétrole et s'enrichissent ainsi sont souvent des chrétiens conservateurs qui promeuvent ce christianisme. Et dans les années 50, ils soutiennent que la démocratie et le christianisme sont la même chose, que la démocratie américaine est la volonté du Christ inscrite sur le territoire même du Texas. Plus récemment, depuis les années 80, on voit une montée du conservatisme théologique des baptistes du Sud et une montée du pouvoir politique des nationalistes chrétiens. Et ces groupes opèrent depuis le Texas. Donc quand Musk, Thiel et les autres déménagent leurs opérations au Texas, ils ne peuvent pas se contenter de prendre l'énergie et l'eau. Ils doivent composer avec des dirigeants qui sont profondément ancrés dans la religion et qui voient leur travail comme religieux. Vous savez, le gouverneur a fait afficher les 10 commandements dans chaque salle de classe au Texas. Imaginez si c'était une autre religion. Imaginez qu'on affiche les paroles d'Allah dans chaque classe, du Texas, ou les paroles du Bouddha. Imaginez juste un peu. Il y a donc une autre pièce du puzzle que je veux absolument aborder, c'est le racisme implicite de tout ce qui se joue ici. Ce n'est pas seulement qu'ils imposent la croyance chrétienne. L'idéologie texane promeut vraiment le leadership de l'homme blanc. C'est donc cette culture extractiviste, cette culture presque suprémaciste, blanche, que rencontrent les milliardaires de la tech quand ils s'installent au Texas. Et loin de la rejeter, puisqu'ils ne s'y installent pas pour rien, ils s'y adaptent, ils en apprennent le langage, ils performent leur allégeance. Regardez par exemple Elon Musk. Cet homme qui a passé des décennies à incarner une forme de libertarianisme californien à base de kétamine, de provocation, de polyamour, se met soudain à poster sur Twitter une photo de lui avec un bébé blanc dans les bras, accompagné d'une citation sur la sagesse de Jésus. C'est pas exactement une conversion, c'est une forme de marketing identitaire. Mais d'où vient cette porosité entre barons anciennement progressistes et identitarisme texan ? Quel est le vecteur, le facteur commun ? Eh bien, comme on dit aux États-Unis, follow the money. Quand les premiers colons européens arrivent aux États-Unis sur la côte Est, ce sont des protestants. Et ils apportent avec eux l'idée de la prédestination. Dieu a déjà décidé qui ira au paradis. Vous ne le savez pas, je ne le sais pas non plus, mais lui, il le sait.
Évidemment, ça vous angoisse. Vous voulez savoir, est-ce que je vais au paradis ou est-ce que je suis du mauvais côté? Moi aussi, je me poserai la question. Alors, comment savoir? On peut pas. Mais vous savez, si Dieu vous aime assez pour vous ouvrir les portes du paradis, il vous aime probablement assez aussi pour vous rendre riche ici-bas. Et c'est ainsi que la richesse, la fortune, commence à devenir le signe du salut. Ça se passe dans les années 1600. Mais cette idée est toujours là, partout autour de nous, et elle est bien présente dans la Silicon Valley. Donc, quelqu'un comme Mark Zuckerberg ou Peter Thiel qui gagne énormément d'argent apparaît littéralement comme un élu de Dieu. C'est une sorte de courant sous-jacent, fondamental de la théologie protestante. Ensuite, il y a les spécificités des différentes confessions aujourd'hui. En gros, tout le monde en Amérique est plus ou moins d'accord pour dire que la richesse est synonyme de grâce divine. Mais au-delà de ça, les actions spécifiques qu'ils entreprennent avec le capital risque, par exemple, pour bâtir une entreprise, créer une firme, peuvent être interprétées et dépeintes comme des actes visant à construire une œuvre divine sur Terre. Et ça, on le voit très très clairement. Donc on commence à saisir l'articulation de ce voyage à travers le temps, à travers l'espace américain. Le capital risque est en train donc de devenir une mission quasi religieuse. Investir dans une start-up qui va changer le monde, make the world a better place, c'est accomplir l'œuvre divine. Construire une IA qui va augmenter l'humanité, augmenter nos capacités, fusionner la technologie et l'humain, c'est participer au plan de Dieu. Et ça, c'est extrêmement commode quand vous voulez justifier l'extraction massive des ressources, la destruction d'écosystèmes, la précarisation du travail, par exemple. Vous ne détruisez pas votre environnement, vous accomplissez une destinée manifeste. Alors, récapitulons ce que nous dit Fred Turner jusqu'ici. Dans l'idéologie que portent ces entrepreneurs de la tech américaine, liés très fortement à l'administration Trump 2, on a le rejet de la politique au profit d'une forme d'ingénierie, de technosolutionnisme. On a la manipulation des masses par le chaos informationnel. On a l'alliance entre extraction capitaliste et fondamentalisme religieux. Et on a une forme de célébration du leadership masculin blanc comme une forme d'ordre naturel. Ajoutez à cela la référence constante à un passé mythique glorieux, Make America Great Again, la désignation d'ennemis intérieurs, que ce soit d'abord les woke, les migrants, certains fonctionnaires, la justice, l'utilisation aussi de sortes de milices para-étatiques, l'ICE de Trump, qui s'appuie notamment sur un certain nombre de logiciels développés par le Palantir de Peter Thiel, nous en avions déjà parlé. Ajoutons à cela les attaques méthodiques sur les sources d'informations traditionnelles ou alternatives. Comment pourrait-on bien qualifier tout ça? Fred Turner a une idée. It is techno-fascism. I hate that term. I wish we didn't have to use it. C'est du technofascisme. Je déteste ce terme, j'aimerais que nous n'ayons pas à l'utiliser, mais je pense qu'il est juste. Et je pense tout d'abord que nous vivons en fait en plein fascisme. Vous savez, Trump fait ce que font les dirigeants fascistes. Il évoque un passé mythique et magique, il détruit les sources d'informations alternatives, il réveille des animosités raciales d'un passé lointain pour les déployer à nouveau, il envoie des soldats dans les rues, il bâtit une armée alternative sous la forme de l'ICE, la police migratoire, tout comme Hitler l'a fait avec les SA, puis plus tard les SS. Vous savez, le mot fasciste est si extrême et notre mémoire de la Seconde Guerre mondiale est si puissante que ça semble écrasant. On se dit que ça ne peut pas être vrai, que ça ne peut pas arriver maintenant, pas dans mon pays. Eh bien, je suis ici pour dire à mes concitoyens américains que c'est en train d'arriver maintenant et dans notre pays. Ce qui en fait du technofascisme, je crois, et là je suis un peu en désaccord avec Olivier Tesquet, ce qui le rend technofasciste, c'est simplement que les technologies, les nouvelles technologies numériques, sont alignées sur les objectifs des fascistes, tant idéologiquement qu'économiquement. Il est logique d'un point de vue économique pour des entreprises comme Palantir de rechercher des contrats gouvernementaux et de s'aligner sur la mission du gouvernement. Il est logique d'un point de vue idéologique pour Peter Thiel et d'autres dirigeants de prêter allégeance à l'agenda conservateur tout en cherchant à obtenir des contrats. C'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30 d'ailleurs, lorsque IG Farben, Krupp et d'autres entreprises industrielles se sont ralliés à Hitler. Et on m'a demandé si, après la guerre, pour ainsi dire, si nos dirigeants venaient à changer, ces entreprises souffriraient d'avoir fait ce choix. Je ne pense pas. Je pense que IG Farben et Krupp ont continué à être de puissantes firmes industrielles pendant des décennies après la Seconde Guerre mondiale. Je pense que Facebook et ses semblables survivront, à mon grand regret. On pourrait s'arrêter sur cette note sombre, vous laisser avec l'image d'un futur technofasciste inéluctable dans lequel des milliardaires messianiques gouvernent depuis leur forteresse texane ou leur bunker, pendant que le reste d'entre nous se noie dans un océan de désinformation. Mais Fred Turner n'est pas fataliste, parce qu'il est historien. Il sait que les régimes autoritaires tombent, que les systèmes qui semblent tout-puissants à l'instant T, quand nous vivons à l'intérieur, s'effondrent parfois du jour au lendemain. Il nous dit avoir vu le mur de Berlin tomber, l'Union soviétique disparaître, le Brésil passer de Bolsonaro à Lula récemment.
Alors, quand on lui demande ce qu'on peut faire par rapport à d'autres universitaires américains, comme l'historien Timothy Snyder qui est parti des États-Unis lorsque Trump a été réélu, lui n'hausse pas les épaules. Il parle de résistance et il a des réponses concrètes, pragmatiques. For my part, I think my job is precisely to resist. Je pense que mon travail consiste précisément à résister. Et je dispose des ressources nécessaires à l'université de Stanford en termes de prestige de l'université, en termes de salaire, en termes d'âge, pour pouvoir protester. S'ils me virent demain, je peux prendre ma retraite. À moins qu'ils ne me prennent tout mon argent, bien sûr, c'est aussi possible. Mais je crois jouir d'une forme de sécurité qui fait que, vous savez, si j'agis pas, qui le fera ? Je ne peux pas parler au nom d'un Timothy Snyder ou de ces autres personnes qui ont quitté le pays. Moi, je veux être ici. Je veux être présent pour le combat. Je pense que c'est absolument crucial. Je ne laisserai pas Trump me chasser de mon pays, car ce pays est tout autant le mien que le sien. Alors que faire ? Que faire quand on reste dans le pays ? Que faire, comme le disait Fred Turner, après la guerre ? Dans ses travaux sur le design démocratique des années 40, il montre que les Américains qui sortaient du traumatisme de la guerre ont créé consciemment des expositions, des environnements multimédia, des architectures informationnelles, finalement pour former ce qu'ils appelaient des citoyens démocratiques. Et il écrit quelque chose qui est considéré comme très provocateur. Dans l'Amérique d'après-guerre, la libération et le contrôle n'étaient pas considérés comme antinomiques. Au contraire, le contrôle par l'État d'un certain nombre d'écosystèmes informationnels, ou en tout cas sa régulation, était envisagée comme la condition même de l'émancipation individuelle, qui visait, in fine, à éviter de replonger dans des formes de fascisme. Aujourd'hui, toute suggestion visant à concevoir des environnements informationnels pour une citoyenneté démocratique suscite immédiatement des accusations de censure, de ministère de la vérité. Alors comment sortir de là ? Encore une fois, on a posé la question à Fred Turner. Yeah, what a great question. Vous savez, j'ai été frappé lorsque je travaillais sur les expositions de propagande des années 50. Il y avait toutes ces photos qui montraient les murs de l'exposition, les œuvres exposées, mais juste à l'extérieur des murs, il y avait tous les gens qui avaient construit l'exposition. Et il était très clair qu'il s'agissait d'une infrastructure contrôlée. Ce fantasme selon lequel nous pourrions contrôler les choses de l'extérieur, simplement créer les conditions, laisser les gens agir, ce fantasme a été adopté par la Silicon Valley. C'est leur façon de concevoir l'infrastructure, c'est leur façon de concevoir les interfaces pour que nous obéissions. Ce que nous pouvons faire au niveau de l'État et dans nos espaces gouvernementaux, c'est rendre l'information démocratique disponible pour la prise de décision. Nous pouvons donc commencer par maintenir nos bases de données séparées. Palantir a été mandaté pour développer une base de données citoyenne universelle. C'est un cauchemar. Ça existe dans beaucoup d'autres pays, mais dans le nôtre, avec Donald Trump comme président, ça devient une technique autoritaire. Donc gardons nos bases de données séparées, gardons nos données privées, rattachons nos données à des usages sociaux spécifiques, la sécurité sociale, la santé, d'autres choses que nous devons faire. Faisons en sorte que le cœur de la collecte et du déploiement de nos données soient les institutions qui améliorent nos vies. Pas le profit, mais nos institutions. Voilà pour l'aspect technologique. Mais concrètement, dans nos vies quotidiennes, comment on peut résister à cette montée de la vague réactionnaire, portée, amplifiée peut-être par la tech ? Je soutiens qu'il y a 3 niveaux de solidarité sur lesquels nous devons travailler. L'un est individuel, l'autre institutionnel, et le dernier est explicitement étatique. À chacun de ces niveaux, ce que nous devons faire, c'est établir la solidarité, briser l'isolement. Au niveau individuel, vous pouvez résister par une non-participation très passive, mais très puissante. L'une des choses qui m'effraie le plus en ce moment aux États-Unis, j'avais jamais vu ça de ma vie, ce sont des amis et des collègues qui ont peur de l'administration de Trump avant même d'être attaqués et qui conforment leur comportement à cette peur. Et quand vous voyez cela chez des gens que vous pensiez être, vous savez, des militants radicaux ou des personnes fortes à divers égards, et que vous les voyez commencer à baisser la tête, c'est terrifiant. Donc le premier niveau de résistance est individuel. Vous devez garder la tête haute. Et si vous voulez faire cela sans être terrifié en permanence, vous devez trouver d'autres personnes avec qui garder la tête haute. C'est ce que je fais dans mon département à Stanford. J'organise des réunions régulières avec nos doctorants. On parle simplement de tout ça, pour qu'ils puissent entendre comment je pense, que je puisse entendre comment ils pensent et que nous sachions que nous ne sommes pas seuls. Prenez la manifestation No Kings. La partie la plus puissante de cette manifestation, c'était juste de voir ses voisins et de réaliser « Oh, mes voisins sont d'accord avec moi. Je ne suis pas le seul à penser que c'est de la folie. » Voilà pour le niveau individuel. Au niveau institutionnel, et par là j'entends les entreprises, les ONG, les bibliothèques,
vous devez prendre les mesures appropriées à votre secteur. Si vous êtes bibliothécaire, vous devez riposter et dire non, on doit inclure ces livres, on ne doit pas interdire des livres. Si vous le pouvez, vous perdrez peut-être, mais vous devez riposter. Si vous êtes une entreprise, si vous êtes chez Google et que vous faites le projet Maven ou chez Palantir et que vous commencez à construire une base de données gouvernementale universelle pour que Trump puisse surveiller son peuple, votre peuple, vous devez décider si vous pouvez faire ce travail. Et peut-être que vous devrez partir, peut-être que vous devez prendre la parole, peut-être que vous devrez vous organiser. Chez Google et Palantir, des gens ont fait ces deux choses. C'est incroyablement important. Au niveau gouvernemental, nous devons devenir, nous, citoyens, devons devenir beaucoup plus agressifs pour exiger du leadership et des ressources de la part de nos élus. Nous ne l'avons pas fait assez efficacement, loin de là. Le Parti démocrate ressemble à un ours couché sur le dos qui dirait « Hey, chatouillez-moi !» C'est tout simplement dégoûtant ce qui se passe. La passivité est hallucinante, hallucinante. Et j'ai même pas mentionné le virage des Républicains qui se sont mis à lécher les bottes de Trump. Donc nous devons soit créer une nouvelle politique, soit exiger davantage de nos dirigeants politiques actuels. Je pense donc que ce sont les trois niveaux auxquels nous pouvons agir. L'autre chose à retenir, c'est que ça prendra du temps. Ce ne sera pas rapide. Et Trump est si doué pour dominer les médias, pour dominer l'espace de l'attention, qu'on a l'impression qu'il est en quelque sorte impossible de faire quoi que ce soit. Mais tout ça, c'est que du bruit. Juste du bruit. On est toujours là. Notre pays est toujours là. Dans ses ouvrages, comme dans cette interview, Fred Turner ne cesse de nous le rappeler. Il faut repolitiser la technologie. Arrêtez de croire que les choix techniques sont neutres, que les algorithmes sont de simples outils, que l'architecture des plateformes est sans conséquences politiques. Et à ce propos, j'avais envie de laisser le dernier mot à quelqu'un qui l'a compris très tôt, peut-être trop. Aaron Swartz, programmeur, activiste, co-créateur de Reddit. Il est mort à 26 ans, en 2013, après avoir été harcelé judiciairement par le département de la justice américain pour avoir voulu libérer des articles scientifiques. Articles qui ont sans nul doute depuis été aspirés par la plupart des grands modèles d'IA. Dans l'une de ses dernières interviews en 2012, il disait ceci. Il existe deux points de vue très opposés. D'un côté, tout est parfait, Internet a créé toute cette liberté, tout va être fantastique. De l'autre, tout est horrible, Internet a créé tous ces outils pour réprimer, espionner et contrôler nos expressions. Et le truc, c'est que les deux sont vrais. Internet a produit les deux, et les deux sont incroyables, sont étonnants. Laquelle de ces visions va prévaloir à long terme? C'est à nous de choisir. À nous de choisir quelle vision nous souhaitons promouvoir, car elles vont et iront toujours de pair. À méditer, comme on dit. Merci à celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Excellente année 2026 à toutes et à tous de la part de toute l'équipe de Propagation. N'hésitez pas à parler de Propagation autour de vous, à vous abonner, à nous mettre des commentaires, des étoiles. Ça nous aide vraiment à propulser Propagation. Donc n'hésitez pas à propager, non pas à la bonne parole, quoique, mais Propagation. On se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Propagation, un podcast produit par Justin Poncet, d'Opsi.ai. Animation Guillaume Ledy. Réalisation Roman Munier. Générique Martin Commandeur. Graphisme Gauthier Gevray. À la semaine prochaine.